Salut! Bienvenue à tous à une nouvelle capsule de Lévisien Lévisienne, le balado du journal de Lévis. Donc, on vous présente un hors-série. En fait, on a été à la rencontre des 3 candidats à la mairie de Lévis pour les élections municipales en 2025. On commence ça aujourd'hui avec le chef de Prospérité Lévis, Steven Blaney. Donc, au fil de notre rencontre, de notre discussion, on a pu aborder plusieurs sujets, notamment sa carrière en politique, lui qui a été député de la circonscription sous les couleurs du Parti conservateur du Canada pendant une quinzaine d'années. Puis évidemment, on lui a demandé ce qu'il l'a mené en politique municipale à ce stade-ci de sa carrière. Puis sinon, évidemment, on a parlé de sa vision en long et en large pour la ville de Lévis, puis les principaux enjeux sur le territoire aussi. Donc, je vous laisse découvrir ça. Je vous souhaite une excellente écoute. Puis évidemment, je prends un petit moment pour remercier le groupe Garneau qui, comme d'habitude, nous a prêté la salle de tournage. Donc, c'est super apprécié comme d'habitude. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule Lévisien-Lévisienne, notre balado du Journal de Lévis. Aujourd'hui, on reçoit M. Steven Blaney, qui est chef de Prospérité Lévis et qui se présente à la mairie de Lévis cette année. Bonjour M. Blaney, ça va bien? Bonjour Xavier, merci de m'avoir sur la capsule du Journal de Lévis. Ça fait plaisir. On va commencer tout d'abord avec à vous introduire un peu, si on veut, là, d'où est-ce que vous êtes originaire, vous? Écoute, Xavier, je m'appelle Steven, je suis né à Sherbrooke en 65, il y en a qui sont férus de statistiques. Et puis, mes parents viennent mon père est natif de Saint-Narcisse de Lobinière, ma mère de Saint-Bernard. Et lorsque ma sœur est venue au monde à Thetford, mon père s'est trouvé un emploi à Sherbrooke. Fait que c'est là que ça a commencé pour moi 5 ans plus tard, après l'arrivée de mes parents. Et en 76, ils ont eu le mal du pays, donc je suis revenu, j'ai grandi à partir de l'âge de 10 ans à Sainte-Marie-Beauce. Ok, super. Les études, qu'est-ce que vous avez étudié là, plus jeune? Écoute, j'ai fait j'étais à la polyvalente Benoît Vachon de Sainte-Marie. Puis ensuite, mes parents m'ont donné l'opportunité d'aller au séminaire Saint-François. J'étais pensionnaire. Là, j'ai découvert le sport, mais j'étais plutôt sédentaire. Puis là, j'ai découvert que la pratique régulière du sport, c'était bon. Je faisais un peu de musique aussi. Puis, j'ai émigré ensuite juste à côté ce qu'on appelle aujourd'hui le CNDF, le campus Notre-Dame de Foix. J'ai fait ce qu'on appelle un bac en sciences universelles, sciences pures, pardon, pas un bac, mais un DEC. Et puis, là, j'ai eu le mal du pays un peu, si on peut dire. Je suis retourné étudier à Sherbrooke, en génie civil. Pourquoi? Parce qu'il y avait le régime coopératif. Et je souhaitais être ingénieur, puis je me demandais un peu c'était quoi. Fait que je me suis dit, en étudiant, je vais le savoir, parce que je vais faire des stages. Et c'est ce que j'ai fait là, à partir de 1984. Là, je suis allé étudier à Sherbrooke. Et c'est la première élection où j'ai voté. J'avais 18 ans. Et à ce moment-là, il y avait un jeune candidat dans Sherbrooke qui s'appelait Jean Charest. Et son chef, c'était Brian Mulroney. Alors, c'est le premier vote que j'ai fait. Je le déclare, je me confesse. Excusez-moi. Puis après les études, est-ce que vous avez occupé divers postes avant de vous lancer en politique? Oui, c'est ça. Écoute, comme je le mentionnais, je dois dire, j'ai toujours été un peu passionné par l'environnement. À l'époque, on parlait de la pollution. À Sainte-Marie-de-Beauce, on avait formé des clubs 4H. Puis on avait été les premiers en fait, on avait mis un bac. À l'époque, on est loin, on remonte en 78, 79. On avait installé un bac où les gens allaient volontairement porter leur papier. Parce qu'on disait, le papier, ça se recycle. Donc, ça commençait, puis il y avait un monsieur qui venait chercher le papier. Donc, c'était une grosse initiative qu'on avait faite à Sainte-Marie-de-Beauce en 78. On était une gang de jeunes, un club 4H, avec des bons professeurs qui nous encadraient. Jean-Yves Grenier, entre autres, qui a donné beaucoup de son temps. Et puis, c'est ça, effectivement, c'était vraiment l'environnement. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai gradué en génie civil, c'était ce qu'on appelait le traitement des eaux usées, l'assainissement des eaux. On voulait que les villes arrêtent de polluer nos cours d'eau. Et là, bien sûr, c'était tout ce qui touche au traitement des eaux usées. Et je te dirais que je suis tombé là-dedans un petit peu comme un poisson dans l'eau, usé. Et j'ai été surveillant de chantier pour des projets de traitement des eaux usées, des travaux d'infrastructure. Alors vraiment, des fois, on parle beaucoup de mon profil politique, Xavier, mais j'ai quand même fait 20 ans. 20 ans de génie civil, de génie municipal. Et j'étais au bureau de Saint-Hyacinthe, chez Enviraqua, qui est une ville où il y a tous des défis d'infrastructure. Et tu vois, on a même eu des problèmes de débordement d'eau, où on devait étudier, à la suite d'un débordement, quelle était la manière dont on pouvait résoudre les défis reliés à des débordements d'eau. C'était le quartier Vanier, Deux Clochers à Saint-Hyacinthe.
Et ce qu'on fait à ce moment-là, sans aller trop dans les techniques, c'est qu'on simule une pluie avec une certaine récurrence et on voit comment les débits se répartissent et on peut voir quelles sont les conduites qui sont surchargées. Et là, on peut revenir avec des plans d'intervention. C'était ça, le génie municipal, traitement des eaux usées. C'était vraiment c'était intéressant parce que tu travailles techniquement, mais avec un objectif, c'est vraiment d'assainir, de dépolluer. Alors, c'était quand même très inspirant. On avait une belle équipe. Et puis j'ai fait ça jusqu'à ce que la sirène de la politique m'attire. Justement, cette piqûre-là pour la politique, comment est-ce qu'elle est née chez vous, cette passion-là? Xavier, merci pour l'intérêt. Disons que j'ai toujours été fasciné par la chose publique. Pour moi, c'est une façon de se mettre à la disponibilité de la collectivité. Et puis, en 98, j'avais été candidat avec Mario Dumont dans Beauce-Nord. Il n'y avait jamais eu de candidat et j'étais bien, à ce moment-là, politiquement, je dirais que j'ai eu une très belle victoire morale. Et d'ailleurs, il y avait un gars de Lévis qui habite à Lévis maintenant, Gaston Gourde, qui était candidat pour le Parti québécois. Alors, c'est comme ça que j'ai eu les débats des chefs au son. J'ai eu une expérience extraordinaire. Et en 2005-2006, lorsque j'ai rencontré M. Harper et j'ai eu un bon contact avec lui, et puis j'ai décidé de me présenter en politique fédérale pour changer le monde. Justement, ces années-là, 2006 à 2021, député dans la circonscription sur le PCC, c'était comment cette longue expérience-là, ces longues années-là? Je te dirais plutôt extraordinaire. Des fois, je disais que c'était même exaltant. Et j'ai beaucoup aimé ça, Xavier. J'ai beaucoup aimé le travail politique puis le travail de terrain aussi. Et pour moi, c'est important de rester proche des gens de Lévis. Souvent, après une élection, on dit « Ah, vas-tu être ministre? » Je disais, ce qui est important pour moi, c'est d'être le ministre de Lévis, Bellechasse et les Aides-Chemins. Et je dois dire que j'ai vécu ça un peu comme une relation de confiance, sans dire une relation d'amour, mais une relation basée sur la confiance. Les gens nous confient un mandat, leur confiance, et on essaie de livrer la marchandise. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de 2006 à 2019, en travaillant avec beaucoup d'intervenants, dont le maire sortant, M. Laulier, qui a été député, Carole Théberge, Mme Vien, qui est maintenant députée. Donc, beaucoup de complicité. Christian Lévesque, M. Paradis aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment de travailler. Et ce qui est important quand on est un élu, premièrement, on est là pour tout le monde. Tout le monde. Inconditionnellement, peu importe leur couleur, leur allégeance, on est là pour tout le monde. Et on est là, et les gens, les intervenants autour de nous, ce sont des alliés pour amener dans ce cas-là, c'était le comté, notre ville plus loin. Et c'est comme ça que j'ai fait de la politique de 2006 à 2019, de 2006 à 2015 avec M. Harper au gouvernement. Par la suite, j'ai vécu des années d'opposition aussi. Donc, je dirais qu'en 2019, j'avais pas mal fait le tour de toutes les positions dans l'opposition, majoritaire, minoritaire, au gouvernement. Et là, je croyais que j'étais prêt pour, comme on dit, pour passer à autre chose. Et là, présentement, je suis dans l'hydrogène. Je suis retourné un peu dans mes amours de technique. Et là, on est dans la transition énergétique parce que là, la dépollution, ça va maintenant vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et comment on peut se libérer des carburants fossiles. Alors, l'hydrogène, je suis PDG d'Hydrogène Québec là, depuis plus de 2 ans. Et c'est une expérience extraordinaire. Encore une fois, on vit une passion qui est d'agir dans le but collectif, là, vraiment, qui est dans ce cas-là, de décarboner l'économie québécoise. Puis justement, quand vous regardez toutes vos années en tant que député, c'est quoi votre plus grande réalisation, celle dont vous êtes le plus fier? Là? Je te dirais que ce qui est intéressant en politique, c'est de faire la différence dans la vie d'une personne. Et ça, c'est très gratifiant. Puis parfois, je vais au Canadian Tire et l'autre jour, il y a quelques temps de ça déjà, mais il y a une caissière qui m'a salué. Elle m'a dit, une de vos ressources à mon bureau, elle a facilité pour moi le processus d'obtention de ma citoyenneté. Fait que c'est gratifiant. Donc, quand on peut faire une différence, et ça, je dois dire que j'étais entouré d'une équipe extraordinaire. Je faisais en sorte qu'on pouvait faire la différence dans la vie des gens. Et ça, c'est très gratifiant. C'est le plus beau côté de la politique. Puis quand vous avez stoppé votre carrière politique fédérale, est-ce que vous vous doutiez que vous alliez revenir dans le giron de la politique ou à ce moment-là, c'était complètement terminé? On dit qu'il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Je te dirais, pour moi, j'étais prêt de prendre un peu de recul, prendre une pause, que je dirais salutaire. Et c'est au fil de mon cheminement que j'en suis venu à me dire que dans le fond, j'aurais le goût de vous dire, j'ai encore le feu sacré.
Et vraiment, je te dirais, pourquoi revenir en politique? Bien, premièrement, j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu énormément. J'ai reçu de Lévis. Quand je me suis installé en 93 avec ma conjointe, on s'est acheté une maison à Saint-Étienne. Je ne faisais pas encore partie de Lévis. Ben, j'ai pu y voir grandir ma famille. J'ai 2 enfants qui ont été au centre de ski Lauson. Ils ont commencé par prendre des cours, sont devenus moniteurs. Ils ont été au camp de jour. Ils ont pris des cours, ils ont été moniteurs. Puis encore aujourd'hui, ma fille, tu vois, là, il va y avoir une retrouvaille du camp de jour. J'appelle ça presque une secte, mais c'est ça. Là, donc, vraiment, ça a été un milieu de vie exceptionnel. Puis aussi, je dirais que en étant député, j'ai pu servir la collectivité puis voir qu'on peut faire une différence. Et puis parfois, j'ai l'impression que le poste que je postule à la mairie de Lévis, c'est aussi dans la continuité de ce que j'ai entrepris dans les 15 dernières années, parce qu'il y a des projets, je dirais, inachevés. Évidemment, il y a des nouveaux défis. Donc je sens l'appel pour plonger à nouveau, mais cette fois-ci, je ne plonge pas seul, je plonge avec l'équipe Stephen Blaney, parce que pour les gens qui nous écoutent, un maire, c'est bien plaisant, mais au conseil de ville, tu as besoin d'avoir une équipe qui va dans la même direction, et c'est ce qu'on prépare cet été là, pour la campagne électorale qui va être déclenchée, ma foi, dans quelques semaines. Puis justement, venons-en au cas de Lévis, de la ville de Lévis. Pourquoi vous voulez devenir maire de Lévis? Qu'est-ce qui est attirant dans ce poste-là pour vous? Bien, évidemment, j'aime Lévis. J'aime aussi j'aime Lévis, puis je souhaite le mieux pour notre collectivité. Et présentement, on fait face à des défis importants. Je mentionnais tantôt que j'ai 20 ans d'expérience en infrastructure. Et une ville, c'est d'abord des services de base aux citoyens. C'est le traitement des eaux usées, la production d'eau potable, la collecte des déchets, l'entretien de nos routes, la modernisation de nos routes et tout le volet d'infrastructures sportives, communautaires et culturelles. Et Lévis, c'est une ville jeune. Lévis va avoir 25 ans l'an prochain, la nouvelle ville de Lévis. On l'oublie souvent, mais c'est sûr qu'on a le Lévis d'origine que l'on connaît avec Monseigneur Désiel qui l'a fondé. Mais en même temps, on a un nouvel amalgame, un nouvel ensemble le long du littoral du fleuve Saint-Laurent. Et c'est une ville qui est en devenir, qui fait face à des défis importants. Et puis, on le voit aussi, l'explosion démographique. On n'était pas habitué de voir des gratte-ciels dans le ciel de Lévis. Et ça pose des défis importants. Et je dirais, ça se trouve pas, là, je suis ingénieur civil. Donc, avec une équipe, je pense qu'on est en mesure de prendre la ville telle qu'elle est actuellement et de continuer à l'amener plus loin. Et ça prend vraiment, on est motivé de poursuivre ce travail-là. Justement, vous parlez des défis de la ville de Lévis. C'est quoi le plus gros défi pour Lévis? Bien, je dirais qu'il y a 3 défis présentement. Le défi dont les gens me parlent cet été, c'est la mobilité. On le sait, moi j'habite à Saint-Rédempteur. Ici, ce matin, on est en entrevue près de la route Kennedy. Bien, l'autoroute 20, là, c'est pas pire, on est dans les vacances de la construction, c'est assez fluide. Mais on le sait, en direction ouest, avec les seulement 2 voies qu'on a, à tout moment de la journée, c'est congestionné quand ce n'est pas en plus des travaux additionnels. Donc, les gens parlent beaucoup de la mobilité. Évidemment, dès que la Chambre de commerce de Lévis a mis de l'avant le projet de ce qu'on appelle un 3e lien, et j'aime mieux parler d'un bouclage périphérique, je vous explique pourquoi, c'est qu'il n'y aura jamais assez de liens qui unissent Québec et Lévis. On a besoin, il y a des collectivités de notre envergure qui ont 2, 3, 5, 7, 8, 9 interconnexions. C'est sûr que là, on a le fleuve, donc on doit y penser à 2 fois avant de faire une interconnexion. Mais pendant la pandémie, j'étais toujours député et j'ai eu le temps de me pencher sur le développement urbain. Et ce que je constate, c'est que dans toutes les grandes agglomérations urbaines, il y a toujours ce qu'on appelle une ceinture périphérique. Ils appellent ça une ring road. Ring, ça veut dire anneau, road, une route qui ceinture. Donc, les grandes agglomérations ont une ceinture de bouclage. Ce qu'on constate à Lévis, c'est que bien sûr, on a l'autoroute 20, on a les ponts de Québec, Pont-Pierre-Laporte, on a la 40, donc on a comme dirait Mario Dumont, un fer à cheval. Mais on n'a pas le bouclage. Donc, on n'a pas à l'est un bouclage périphérique. Et ça, fondamentalement, c'est essentiel qu'on arrive à ce projet-là. Et là-dessus, on le sait présentement, le gouvernement, c'est un enjeu de mobilité. C'est pas un enjeu qui est dans l'enveloppe budgétaire de la ville de Lévis, mais c'est un enjeu qui a un impact sur ses citoyens. Évidemment, on parle de mobilité, on parle de mobilité aussi de transport en commun, de transport actif. Donc, ça prend une vision régionale. Je ne sais pas si vous avez traversé en vélo le pont de Québec par journée venteuse, mais attachez votre truc. Ce n'est pas sécuritaire.
Alors, il y a des défis importants, autant au niveau de la mobilité cyclable que du transport actif, et on doit développer des moyens de transport qui sont adaptés à notre réalité. On a quand même un certain étalement urbain, dans notre ville est quand même dispersée le long du littoral, donc on doit avoir une approche de transport en commun qui est adaptée. Et Québec ont d'excellentes initiatives, par exemple, comme le transport sur demande. Pardon, on va avoir la chance de revenir là-dessus cet automne, mais ça, sur quoi on se penche, c'est qu'on est en mode solution. Donc, premier enjeu, mobilité, incluant l'autoroute 20 et le bouclage périphérique, même si ce n'est pas notre ressort. Et ce qui est notre ressort, bien sûr, on pense par exemple à tout ce qui touche la mobilité, la fluidité. Il y a des fois, il y a des petites choses qu'on peut faire à très court terme qui peuvent améliorer la fluidité. Mon beau-frère part souvent lui, il fait le chemin inverse, il part d'ici de Kennedy, il s'en va à Saint-Nicolas, et il me dit, mon doux Steven, voir Guillaume Couture, serait-il possible de synchroniser les feux? Donc, des fois, il y a des choses très simples qu'on peut faire, et en étant à l'écoute des citoyens. Donc, premier point, mobilité. Deuxième, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, présentement, dans les deux grands secteurs, à l'est et à l'ouest de la ville, on ne peut plus développer. Et ça pose un défi important. Premièrement, c'est qu'en ne pouvant plus développer, on ne peut plus avoir d'unité additionnelle de logement. Pas de logement, rareté de logement. Quand tu crées la rareté, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse les prix vers le haut. Déjà que les loyers sont élevés, alors tant qu'il y a un moratoire, on ne peut pas s'attendre à une baisse de prix de loyer. Alors ça, c'est important. Et on veut attirer des gens. Donc, on a un défi là important de faire en sorte que l'on puisse poursuivre notre développement responsable. Et ça, c'est le gros défi. Et comme je vous le disais tantôt, je ne dirais pas que je me frotte les mains, mais pour moi, un projet d'agrandissement de traitement des eaux usées et de solutions temporaires centralisées de traitement des eaux usées, c'est de la musique à mes oreilles. Parce qu'on perd présentement des sommes importantes et on va en perdre davantage dans le futur si on n'agit pas. Parce que plus on agit rapidement, plus on va être en mesure de recouvrir les gains que l'on fait lorsqu'on a l'augmentation de loyer, qu'on va être capable d'investir dans notre collectivité au niveau des infrastructures. Et ça, c'est le troisième niveau, le troisième volet, mobilité, moratoire, capacité de continuer à se développer. Le troisième, on le sait, prenez par exemple la ville de Bréquéville. La ville de Bréquéville comptait 3000 personnes lors de la fusion. Maintenant, elle est rendue de 7 à 8 000 et c'est l'endroit sur le territoire où on a la plus jeune population de l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Est-ce que les infrastructures sportives, communautaires et culturelles ont suivi cette croissance-là? Est-ce qu'on a 2 fois plus, pas nécessairement, d'infrastructures? Donc, il y a des besoins au niveau de nos quartiers. Et il y a également des besoins, si on veut que Lévis se projette comme la 7e ville en importance, à plus de 160 000 de population, encore sur un élan, on doit penser de façon responsable, rigoureuse, mais aussi de se doter d'infrastructures que je n'ai pas besoin d'aller à Sainte-Marie-de-Beauce, que j'aime beaucoup, pour aller consommer ma culture, aller consommer mes activités sportives. Et les parents qui ont des jeunes enfants ont besoin d'avoir des infrastructures sportives, communautaires et culturelles adaptées à la réalité et aux nouveaux besoins. On le voit présentement, il y a beaucoup de jeunes femmes, de filles qui vont dans des sports. Donc, ça crée une demande additionnelle et on va être prêt pour ça. Alors, en résumé, mobilité, infrastructure, et puis le premier, c'était évidemment le moratoire, dans l'ordre inverse ou inverse souvent. Justement, parlons-en de ces points-là en long et en large. Le troisième lien, vous avez proposé votre bouclage périphérique. Récemment, le gouvernement a présenté certaines avancées. On parle du tracé qui a été priorisé. On parle peut-être d'une option avec une partie tunnel et une option pont. C'est quoi votre vision de ces avancées-là? Écoutez, on a vu M. Legault nous annoncer lors de sa première campagne électorale qu'un bouclage périphérique, un troisième lien à l'est, était sa première orientation. Maintenant, il y a eu, je dois le dire, beaucoup de tergiversations et ça, je pense que ça a un peu ébranlé la confiance des citoyens envers la capacité du gouvernement à livrer dans les temps, les délais, une solution puisque celle-ci change beaucoup. On a vu la dernière mouture qui est un projet au centre de la ville. Écoutez, foncièrement, le lien premier sur lequel on doit mettre la priorité, c'est le bouclage périphérique. Il sera toujours temps d'en rajouter d'autres. Et là, présentement, le gouvernement est en train d'investir près de 3 milliards de dollars pour le pont de l'île d'Orléans, qui est à 2 voies. Écoutez, pourquoi ne pas le faire à 4 voies? C'est un ouvrage qui va être bon pour 100 ans, ça. Alors vraiment, on doit penser... c'est pour ça qu'on demande une vision globale, un plan de mobilité régionale. On a la coalition de l'Est, on a beaucoup d'intervenants, de gens de MRC,
de tout l'est du Québec, du nord, de la côte nord, j'irai jusqu'à la côte nord, qui disent, ben écoutez, nous, on n'a pas d'affaire à aller au centre-ville de Québec ou de Lévis quand on a à contourner justement nos agglomérations. Et c'est ça à quoi sert une ceinture de bouclage. Et l'autre élément, l'avantage d'une ceinture de bouclage périphérique, c'est qu'elle vient encadrer le périmètre urbain. On le sait à l'intérieur de Lévis, on a des zones qui peuvent encore être développées pour permettre d'accueillir des familles. Bien sûr, il y a des contraintes, le coût des terrains est élevé, mais on travaille sur des options. C'est sûr qu'on ne va pas, en levant le moratoire, on va permettre disons, donner un coup de pouce, si on peut dire, pour se permettre de se développer. Donc, en gros, c'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que ayons des solutions globales et évitons de multiplier les infrastructures. Donc, à l'heure actuelle, il me semble que le gouvernement pourrait considérer de mettre le pont de l'île d'Orléans à 4 voies dans une optique de mobilité régionale durable sur 100 ans. Et pour nous, ça demeurera et ça demeure le lien à l'est qui est à préconiser. Est-ce que vous avez toujours confiance que ce projet-là va finir par voir le jour? Bien, oui, c'est important. On ne peut pas empêcher le développement d'une collectivité comme Lévis. C'est essentiel que ce projet-là se concrétise. Et chaque jour, chaque heure qui passe est une opportunité perdue de développement. Et vous voyez, moi, j'habite où? J'habite à Saint-Rédempteur. Je me suis installé là en 93. C'était 93 moins 60, on peut faire le calcul. C'est une trentaine d'années après la construction du pont Pierre-Laporte. Et pourquoi j'ai choisi Lévis? Pourquoi j'ai choisi Saint-Rédempteur? C'est que j'étais capable aussi, à l'époque, je travaillais à Québec, donc j'étais capable d'avoir cette fluidité-là. Les choix qu'on fait en infrastructure aujourd'hui vont façonner le devenir de Lévis, de Québec, pour les 20, 30, 40 et 50 prochaines années. On ne parle pas juste d'une vision à court terme d'un 2, 3 ou 4 ans. On parle de s'inscrire dans un élan, dans une vision. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le troisième lien va se faire. Maintenant, on aimerait ça des gens qui passent, comme on dit, qui mettent l'eau à la roue. C'est peut-être moins de politique, plus d'action. Justement, dans le transport en général à Lévis, il y a plusieurs projets présentement qui sont en train de se faire. Il y a l'élargissement de l'autoroute 20, il y a aussi le prolongement de Étienne-Dallaire, les voies réservées évidemment sur Guillaume Couture. Qu'est-ce que vous pourriez proposer qui irait dans le même sens si vous en avez... D'abord, pour l'élargissement de l'autoroute 20, il a été reporté. Malheureusement, parce que ces travaux, l'élargissement de la direction ouest aurait dû se faire en même temps que la direction ouest. C'est un fait assez évident. Maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est d'accélérer ça. Évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas dans l'enveloppe budgétaire de la Ville de Lévis. Non, mais on peut quand même, on peut le demander parce que c'est important pour le développement de notre collectivité. Maintenant, pour les autres, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on allait revenir avec des propositions en termes de mobilité. On va se garder des munitions pour l'automne. Et je vous dirais là-dessus, c'est ça, on est en mode écoute, on écoute les gens et autour des 3 piliers que j'ai évoqués, on va revenir avec des propositions concrètes là, en temps et lieu. Dans les dossiers que vous parlez, qui seront parmi vos priorités, il y a évidemment le moratoire. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution temporaire? Parce qu'on sait que pour l'instant, on parle de plusieurs années et que ça pourrait avoir comme impact. Donc, ce serait quoi vos solutions à vous? Ben, comme je l'ai expliqué, c'est que à court terme, moi, j'habite à Lévis, je ne me rends pas compte de l'impact du moratoire. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça freine. Quand on dit souvent, quand la construction va, tout va. Mais là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de freiner cet élan-là que Lévis a connu. En fait, je dirais que Lévis est un peu victime de son succès. Et ce que ça fait, c'est que ça vient nous priver, par exemple, d'attirer des nouveaux locataires, des nouvelles unités d'habitation. Ça vient nous priver de revenus importants. Et ces revenus-là peuvent être générés pour donner des services à la collectivité. Donc, c'est là le défi. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas attendu, par exemple, le 2 novembre, si on a la confiance des gens pour être en place, pour parler à l'administration existante, pour le dire, mettons-nous en mode solution. Chez nous, Prospérité Lévis, on a 2 visions. On est en mode écoute et en mode solution. Et surtout cet été, je dois vous dire, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui nous font part de leur aspiration pour Lévis. Évidemment, ça nous paraît inconcevable qu'une ville de l'envergure de Lévis doivent être, en fin de compte, sur les blocs de glace, ne puissent pas se développer. C'est la raison pour laquelle, présentement, on explore des solutions. Ce qui circule à l'instant, puis ce qui est dans les voies, il y a des solutions de traitement centralisées. Donc, on vient augmenter temporairement la capacité de nos stations, alors qu'en parallèle, on fait le traitement à long terme. Donc, il y a différentes avenues, différentes technologies, différents scénarios qui sont élaborés. Et évidemment, on travaille. Ce qui est important, c'est de s'assurer que ces solutions-là soient éprouvées.
donc qu'elle soit reconnue par des autorités compétentes. On parle du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires municipales, par des spécialistes de la ville de Lévis. C'est essentiel que les solutions soient des technologies éprouvées et aussi qu'elles soient performantes. Donc ça, c'est vraiment là, ce qu'on regarde. Évidemment, nous, on est une formation politique, donc on laisse le soin aux spécialistes, aux experts, de nous faire des propositions techniques. Mais ce qu'on veut, c'est des résultats. Et ce qu'on veut, c'est être en mesure de prendre des décisions dans l'intérêt du citoyen. Parce que c'est ça qui nous apparaît le plus important. Et c'est dans l'intérêt du citoyen qu'on puisse continuer à poursuivre un développement responsable de notre collectivité. Et ça, présentement, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle on demande dès maintenant de se pencher, et nous, on est déjà là-dessus, et on va revenir avec des propositions là, à l'automne un peu plus définies pour, je vous dirais, d'emblée, assez rapidement se mettre en mode solution et mettre de l'avant des solutions qui vont justement nous permettre de poursuivre la croissance qu'on a pour investir dans nos infrastructures. Je parlais tantôt de Bréquéville, il y a des besoins importants. Tout à l'heure, je vais aller au stade Georges Maranda. C'est un fleuron lévisien. On parle quand même de 4 terrains de balle molle, dont un terrain de plus de 330 verges, donc de calibre de la Ligue nationale. Monsieur Maranda, qui est un joueur de baseball, le premier lévisien à avoir accédé à la Ligue nationale. Donc, c'est une source de fierté. Et on veut entretenir cette fierté-là pour donner le potentiel à nos jeunes de développer leur potentiel sportif. Et de développer surtout Moi, tu vois, je ne suis pas devenu un champion sportif ou un Bobby Orr, mais par contre, la rigueur qu'on va chercher dans la pratique d'un exercice physique, d'un instrument d'un art, on développe des capacités, et ça développe le potentiel de nos jeunes. Et c'est ça qu'on veut, leur permettre de développer le plein potentiel. Et si on a des petits Marandas qui se rendent à la Ligue nationale, on va être bien contents. Mais pour ça, on a besoin, nous, la Ville, de fournir aux bénévoles, aux organismes, aux associations, des infrastructures qui répondent à ce besoin-là. Donc, pour répondre à votre question, on est en mode solution. Les solutions techniques existent et on va aller vers des solutions éprouvées, approuvées et qui sont les plus optimales parce que c'est une façon de minimiser les pertes et on le sait présentement, malheureusement, la Ville s'expose à des poursuites à cause de la situation qu'on vit. Donc, on ne veut pas aller là, nous, on va aller du côté du partenariat et de la croissance. Est-ce que vous savez combien vous seriez peut-être prêt à investir pour justement régler ce dossier-là ou du moins atténuer les effets que ça a? On va, justement, j'aime bien votre mot, vous l'avez dit, c'est investir. L'idée, c'est d'investir pour minimiser les pertes et générer des gains. Donc, c'est l'approche qu'on va préconiser et on se penche là-dessus présentement. Donc, effectivement, il ne faut pas voir la solution temporaire comme une dépense, mais plutôt comme une façon de minimiser les pertes face à une durée du moratoire. L'autre volet de ça, c'est que, évidemment, la Ville, présentement, dans son plan quinquennal, il est prévu de moderniser les installations. Maintenant, il va être important de s'assurer qu'on contrôle les coûts de ces projets-là et la durée de ces projets-là pour avoir, justement, respecté les budgets. Parce que si on ne respecte pas les budgets, ça a une répercussion directe chez le citoyen et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Et c'est un des piliers de notre engagement, c'est vraiment la responsabilité fiscale. On est conscient qu'on vit dans un monde de ressources limitées et c'est pas compliqué. Il y a deux façons d'équilibrer un budget. On augmente les revenus ou on réduit les dépenses et on s'assure que ça balance. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on va aller de l'avant et c'est la vision qu'on préconise pour Lévis. On considère qu'on est en mesure, à l'intérieur des enveloppes existantes, de bien faire, de mieux faire et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant lors de la prochaine campagne électorale. Puis Lévis, justement, est en croissance démographique importante depuis déjà plusieurs années. On a atteint des chiffres qui étaient censés être atteints en 2046 à la base. Est-ce que c'était trop rapide? Je vous dirais, ce qui est important, c'est de planifier la croissance. Parce que on est toujours... une croissance planifiée, lorsqu'elle est planifiée, elle n'est pas trop grosse. Maintenant, manifestement, il y a eu une inadéquation entre la planification et la livraison des infrastructures, puisqu'on n'est pas en mesure de répondre à la demande. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est important qu'on ait une planification qui nous permette de soutenir la croissance. Et comme je le disais, sans doute que Lévis, manifestement, a été victime de son succès. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on va devoir remédier et sur lequel on se penche déjà, comme je le mentionnais, pour faire en sorte que, oui, il y a une croissance, mais pas une croissance effrénée qui dépasse la capacité de nos infrastructures. Évidemment, là, comme je vous dis, vous parlez d'un ingénieur municipal, donc le premier réflexe, évidemment, c'est
les plans directeurs d'infrastructures, quel est l'état de nos infrastructures, égouts, aqueducs. On a vu présentement cet été, on a eu des coups d'eau importants, autant au niveau de la capacité de notre production d'eau potable, qui est quand même fondamentale, le traitement des eaux usées, et également les infrastructures, on parle de travaux d'égouts, d'aqueducs, de voiries, mais également aussi d'infrastructures pour la collectivité. Parce que, on le sait, Lévis, c'est une ville extraordinaire. On dit que c'est la capitale de Chaudière-Appalaches. C'est une ville qu'on souhaite continue de briller par les meilleurs, même qu'on l'amène à des niveaux supérieurs. Mais pour ça, on a besoin de maintenir cette qualité de vie-là. Et c'est ça à quoi les citoyens s'attendent et sont en droit de s'attendre. Puis en même temps, ils sont en droit de s'attendre que les routes soient bien déneigées et que les services de base soient pleinement bien remplis. Super. Puis vous parlez aussi tantôt de l'importance pour vous des infrastructures sportives et culturelles. Pourquoi c'est un point central de votre campagne? Bien, on le sait, c'est qu'il y a une recrudescence. Premièrement, on n'a qu'à parler aux organismes sur notre territoire qui ont que ce soit autant au niveau du hockey, au niveau, par exemple, de la gymnastique, au niveau du baseball, au niveau du soccer. Les besoins de nos jeunes, de plus en plus, s'organisent, se structurent et il y a un engouement et parfois, ces organismes sont obligés de refuser des jeunes à cause, justement, du manque de capacité de nos infrastructures. Et ça, c'est très regrettable. Parce qu'un jeune à qui on ne peut pas donner l'opportunité de jouer au soccer, jouer au baseball, une jeune qui ne peut pas faire de gymnastique, une jeune qui ne peut pas jouer au hockey, c'est une opportunité ratée de soutenir son développement et d'investir dans ce qu'on a de plus précieux, c'est notre jeunesse, si on peut dire. Donc, c'est clair que pour nous, il est important que les infrastructures suivent la croissance de la population et les besoins. Et on le voit ici dans la région de Québec, quand c'est l'été, on a les capitales de Québec, on a vu une recrudescence importante du nombre de joueurs de baseball. Alors, c'est important qu'on accompagne ça de façon raisonnable et qu'on l'accompagne aussi de façon intelligente. Et on a vu des exemples, par exemple, sur le territoire, lorsqu'on a tenu notre congrès d'orientation à Saint-Nicolas, c'était au Grand Village, on a eu des présentations sur des projets qui se sont autofinancés dans des coûts prévus avec des ententes de partenariat. Et ce sont des réussites. Je pense qu'on a des belles réussites sur le territoire de Lévis. On a le stade de soccer Onco. On a, par exemple, l'Aréna des Deux Glaces. On a le projet de Juvena qui ont fait aussi un stade de soccer. On a le collège. Maintenant, Pointe-Lévis ont des besoins importants, notamment, il faut le dire, au niveau de la Palès. J'ai visité cet été la Palès. La Palès, c'est le gymnase de gymnastique. Et je vous dirais que, je parlais de la polyvalente Benoît Vachon tantôt, en 1960, quand il y a eu l'ouverture des polyvalentes, on a fait des infrastructures. Parfois, on est en 2025 et c'est encore ces infrastructures-là qui commencent à prendre de l'âge, qui sont là pour nos jeunes. Nos jeunes méritent mieux. Nos jeunes méritent qu'on ait des infrastructures de qualité pour eux, modèles. Évidemment, là, on travaille avec des partenaires. Quand on parle d'éducation, on parle de commissions scolaires. Mais comment on peut travailler en partenariat avec les commissions scolaires, avec les organismes du milieu, pour aller plus loin, penser de manière créative pour amener ces projets-là à une autre étape et justement faire en sorte qu'on ne fasse plus de la gymnastique dans des infrastructures qui datent des années 60. Ce serait quoi concrètement vos propositions là, pour moderniser ces infrastructures-là? Présentement, comme je vous le disais, j'ai la chance de rencontrer les gens au niveau de la gymnastique. Tout à l'heure, c'était en fin de semaine, les gens du baseball, les gens du soccer, les gens du hockey. On a eu lors de notre congrès plusieurs présentations de projets qui sont pilotés par des organismes communautaires et qui amènent de nouvelles formules potentielles de développement. Donc, c'est là-dessus qu'on se penche. Et il va nous faire plaisir de partager le fruit de notre consultation, de nos efforts lors de la campagne électorale. Est-ce qu'il y a d'autres points, maintenant qu'on a parlé des gros points importants de votre campagne, est-ce qu'il y a d'autres points aussi que vous aimeriez vraiment aborder durant cette campagne-là? Oui, Xavier. En fait, dans la campagne, c'est clair que pour nous, il y a un sentiment d'appartenance, la fierté. La fierté d'être Lévisien. Et ça, vraiment, j'ai eu la chance de le découvrir, de la ressentir, de la vivre. On a des organismes communautaires qui font un travail colossal sur le territoire et ils ont besoin on a besoin de continuer à les soutenir et la Ville fait un beau travail de ce côté-là. Mais c'est important qu'on continue et qu'on laisse ces initiatives-là se déployer. Voyez-vous, comme par exemple au niveau culturel, les sociétés d'histoire se sont regroupées. Ils aimeraient que l'on regroupe l'ensemble des sociétés d'histoire. C'est un projet qui a été déposé, qui est à l'étude. C'est un exemple. Donc, c'est des projets comme ça. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais surtout, c'est de cultiver le sentiment de fierté, parce qu'avec la fierté vient la fierté, premièrement, des organismes,
la fierté de nos infrastructures, la fierté de notre patrimoine. Et on a un beau patrimoine bâti à Lévis, qui sont des repères, qui sont des lieux, je pense par exemple au Phare de Lévis, je pense à des infrastructures plus récentes comme le Quai Paquette, qui est un lieu exceptionnel. Donc, on a ces lieux-là, on a des bâtiments aussi, des bâtiments religieux, qui sont je dirais, des marqueurs identitaires importants. Donc, c'est des choses sur lesquelles on veut être là pour soutenir les organismes qui souhaitent préserver ce qui fait les caractéristiques distinctes de Lévis. Puis avant de parler de la course à la mairie, je vais aborder un petit peu votre parti, donc Prospérité Lévis. Pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça représente, ce parti? Bien, écoutez, merci pour la question. D'abord, il faut rappeler que Lévis, c'est le berceau de la coopération. Et on a cet esprit-là d'entraide qui est une richesse, non seulement pour Lévis, mais pour le Québec. Parce que Desjardins, ça ne profite pas juste au Québec, ça profite à l'ensemble de la collectivité québécoise et même au-delà, à l'international. Donc, et le logo, le slogan de Lévis, du mois Desjardins, c'était « Prospérité durable ». Donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle de développement où les gens s'épanouissent, se développent, où nos entreprises, qui sont des poumons économiques, puissent justement se développer, et tout en le faisant de façon responsable, parce qu'on a une responsabilité envers les prochaines générations, de faire en sorte, comme on dit, de laisser un écosystème qui est en meilleure condition qu'il l'était avant qu'on arrive, ou à tout le moins qu'on ne l'a pas trop amenuisé. Donc, c'est le concept derrière la prospérité, c'est que la prospérité génère de la richesse, et cette richesse-là, collective, on peut la partager et la réinvestir dans des infrastructures, dans des projets collectifs communautaires. La prospérité de Lévis est essentielle pour assurer son développement, d'où le nom Prospérité Lévis. Et d'ailleurs, si les gens veulent en savoir, on a un logo avec les couleurs, le fleuve, l'eau, l'environnement. On a des joyaux patrimoniaux, des joyaux environnementaux comme la grande plaie bleue, la plaie bleue. Donc, on a du potentiel. Donc, c'est ça, Prospérité Lévis. Super. Il y a eu votre congrès de lancement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de ça, où est-ce que vous avez notamment dévoilé votre équipe, une équipe qui est principalement des entrepreneurs. Parlez-moi un peu de cette équipe-là. Écoutez, quand j'ai amorcé ma réflexion il y a 6 mois, plus d'1 an, où j'ai annoncé ma réflexion, c'était encore une idée qui a germé. Ensuite est venue la fondation du parti. Ensuite se greffe une équipe absolument extraordinaire de gens essentiellement qui ont Lévis tatoué sur le cœur. Et là-dessus, toute personne qui veut améliorer notre collectivité, on les salue. En particulier, bien sûr, les gens de Prospérité Lévis. Ce sont des gens qui ont de l'expérience de tout âge. On a aussi quand même des jeunes qui à peine à la trentaine, mais qui ont une implication communautaire. Je pense par exemple à William Morin-Roy d'André-Quéville, ou à Mélanie Sicotte à la clinique des soins infirmiers, ou à Jean Leblond qui a une expérience dans le monde des affaires. Donc, on a des gens, on a Karine Laflamme qui a de l'expérience municipale. Donc, on s'est entouré de gens qui ont une vision commune. C'est qu'on veut, justement, on vise la prospérité pour Lévis. Et je vous dirais, la sous-question, c'est pourquoi Prospérité Lévis? Pourquoi ne pas me présenter seul à la mairie? Premièrement, c'est qu'on a besoin d'une équipe. Et comme dit le proverbe africain, ensemble, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je dois vous dire que présentement, on réalise qu'on a déjà beaucoup de chemin parcouru parce que ça fait à peine moins d'1 an que le parti est formé. On a vraiment une structure en place, on a vraiment une équipe du tonnerre. Et ça, c'est très motivant et c'est très inspirant. Et évidemment, c'est important que le projet que l'on bâtisse ensemble se répercute dans chacun des quartiers avec des personnes qui ont le goût de le porter plus loin et qui partagent cette vision. C'est quoi les forces d'avoir une équipe comme ça pour justement les élections? Au niveau, premièrement, c'est qu'on a la force d'une équipe, donc il y a pas mal plus d'idées dans plusieurs têtes que du seul. Donc, c'est un projet qu'on partage. Je pense, par exemple, vous voyez, on a Daniel Saint-Don qui est à Charny, qui, il y a 2 semaines, il n'était pas en train de faire du porte-à-porte, il était en train de descendre les escaliers de sous-sol pour sortir des frigidaires qui flottaient. Donc, on a vraiment des gens qui sont branchés sur le terrain et c'est comme des antennes. On a une équipe qui est sur le terrain, qui est grandée. Et vous savez, on a parlé tout à l'heure que Lévis, c'est une jeune ville de 25 ans. Moi, je me suis installé à Saint-Étienne. Saint-Étienne ne faisait pas partie de Lévis encore en 1993. Et lorsque la fusion est survenue en 2001, il y avait des gens à Saint-Étienne qui disaient « On est bien à Saint-Étienne, pourquoi qu'on se fusionnerait avec Lévis? » Et moi, il m'apparaissait important que Saint-Étienne soit intégré dans l'ensemble lévisien. Alors, j'ai milité
À l'époque, on se rappelle, à l'époque, c'était le maire de Lévis, c'était M. Jean Garon. On a eu Daniel Roy-Marinelli, on a actuellement M. Gilles Laulier. Et donc, c'est une ville assez récente. Et Jean Garon souhaitait justement que Saint-Étienne fasse partie de Lévis. Et il y a eu un vote. Et le résultat, je vous dirais, on a gagné par la peau des fesses parce que Saint-Étienne fait partie de Lévis. Mais on n'a pas gagné le cœur des gens de Saint-Étienne parce que les gens avaient voté en majorité pour ne pas se joindre à Lévis. Mais c'était une affaire de 1 tiers, 2 tiers. Alors, est-ce que les gens de Saint-Étienne sentent qu'ils font partie de Lévis? Est-ce que les gens de Saint-Étienne sentent que depuis 25 ans, ils sont intégrés, ils font partie prenante, ils ont des retombées de faire partie du grand ensemble lévisien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et cette question-là se pose à Saint-Jean-Chrysostome, elle se pose à Charny, elle se pose à Pintendre, elle se pose à Lauzon. Ça fait un peu plus longtemps, vous allez me dire, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de conseillers qui vont être présents sur leur terrain, dans leur district, pour vraiment amener au sein du conseil municipal cette voie-là qui va nous permettre de poser les gestes, de prendre les décisions appropriées pour que ce sentiment d'appartenance-là soit fort. Et moi, je suis très fier d'habiter à Saint-Rédempteur. J'adore les gens de Saint-Étienne et je crois que c'est un peu comme le Québec fait partie du Canada. On peut être fier d'être Québécois, on peut être fier d'être Canadien, mais les gens peuvent être fiers d'appartenir à Saint-Étienne. Et c'est important qu'ils redécouvrent la fierté d'appartenir à ce grand ensemble-là qui est Lévis. Je comprends donc avec votre discours que, pas seulement pour vous, mais pour votre équipe, c'est important d'être près des citoyens lévisiens. C'est important d'être près des citoyens et c'est important d'être en véritable mode écoute. Et vous savez, il y a 2 façons d'être un conseiller ou même un maire. C'est de dire, on s'en va par là, puis venez-vous-en, ou c'est de dire, où est-ce que vous souhaitez qu'on aille, et on va y aller ensemble, et c'est ça qu'on va entendre autour du conseil. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe. J'ai besoin d'une équipe pour être en mode écoute sur l'ensemble du territoire, et pour justement donner cette nouvelle orientation à la ville qui est si nécessaire alors qu'on est en moratoire, on a des problèmes de mobilité, puis on a des infrastructures sportives qui ont besoin d'amour. Puis dans cette course-là, comment est-ce que vous vous différenciez de vos 2 concurrents? Bien, écoutez, premièrement, il faut saluer toutes les personnes qui s'impliquent en politique. On a tous la même volonté, c'est d'améliorer notre collectivité. Maintenant, j'ai le privilège d'être gradué de l'Université de Sherbrooke en génie civil, et je vous dis tout de suite, si ce n'est pas des structures, moi, c'est les infrastructures. Égouts, aqueducs, pluviales, stations de pompage, traitement des eaux usées, usines de filtration. C'est une passion que j'ai fait pendant 20 ans. Je l'ai tellement aimé que je suis même allé dans le traitement du lisier de porc. Mais ça, c'est un autre. On pourrait passer une autre heure là-dessus. C'était le traitement des effluents agricoles. C'est un engrais. Donc, ça, c'est le problème, je vous dirais, c'est en quelque sorte résorbé de lui-même parce que c'est un fertilisant. Donc, pour en revenir à votre question, donc, premièrement, une expérience en infrastructure, en gestion de projet et en ingénierie municipale. Ensuite, un bagage politique et je vous dirais un attachement à Lévis que j'ai découvert au fil des années. J'ai eu la chance de traverser le fleuve Saint-Laurent à 7 reprises pour des organismes communautaires et je vous dirais, quand je vois le fleuve, je me dis, crime que j'aurais le goût de retourner à l'eau pour un autre, parce que les causes ne manquent pas à Lévis, les bonnes causes ne manquent pas pour soutenir notre milieu communautaire. Une anecdote, il y avait un député ontarien, M. Guy Lauzon, qui me disait, moi je pense que c'est important de faire quelque chose pour les élus et pour les citoyens, et il me disait, on va aider les gens à remplir leur passeport. Et c'est une initiative que, je vais vous dire, j'ai essayé ça un peu, j'ai dit, ben, je vais voir, pourtant il y a un bureau des passeports à Lévis, un à Québec, mais si vous aviez vu, Xavier, l'achalandage qu'on a eu à notre première clinique de passeport, vous comprendriez pourquoi on en a fait 50 sur le territoire dans les années qui ont suivi, parce que les gens ont besoin justement de cette convivialité-là, d'un service qui était adapté à leurs besoins. Donc, c'est sûr, parfois, peut-être, il m'est arrivé d'aller peut-être un peu plus loin que mon mandat, mais j'ai toujours trouvé ça très gratifiant. Et justement, vous étiez, je pense, au lancement, des volontaires qui étaient à nos cliniques de passeport sont venus, dont un qui célébrait son 60e anniversaire de mariage, Claudette et André Morancy. Donc, écoutez, je vous dirais, dans le fond, ce qui est important, c'est qu'on se fasse confiance, que les gens de Lévis se fassent confiance et qu'on redécouvre ce sentiment de fierté-là qu'on a et qu'on souhaite justement relever et écrire un nouveau chapitre. Avec le départ de M. Laulier, c'est la fin d'un chapitre important qui se tourne. Maintenant, il y a des nouveaux défis à relever et on a besoin de 109 à l'Hôtel de Ville de Lévis. Et c'est ce que Steven Blaney et l'équipe Prospérité Lévis ont l'intention de proposer dès le déclenchement de la campagne le 20 septembre.
Justement, présentement, c'est quoi les émotions? Est-ce que l'excitation commence à se faire sentir à quelques mois des élections? Est-ce que vous êtes en confiance? Ça ressemble à quoi? On se prépare activement et je vous dirais c'est beaucoup de travail quand même parce que on a la chance et l'opportunité de former un parti. Donc, on travaille fort cet été. C'est les vacances de la construction, mais on est en mode actif. Et je vous dirais, c'est captivant parce qu'il y a des gens absolument formidables de tous les horizons qui apportent leur expertise, leur expérience, leur vision. Et c'est ça qui fait un mix assez terrifique, comme diraient les Anglais, assez formidable. Donc, de ce côté-là, écoutez, on a du pain sur la planche, mais comme je vous dis, je ne suis pas seul là-dedans, c'est Steven et l'équipe Prospérité Lévis. Parfait. Et en terminant, là, si on récapitule tout ce qui a été dit aujourd'hui, si vous en venez à être maire de Lévis, c'est quoi votre vision d'avenir pour la ville quand on prend tout ça en considération? C'est une ville prospère, une ville fluide, avec des déplacements faciles, peu importe le mode, que ce soit l'automobile, le transport actif ou quelconque mode de transport. C'est une ville où on a des infrastructures qui est attirante pour nos jeunes familles. Comme j'ai pu vivre mon rêve en 93 en m'installant à Saint-Étienne, où il y avait un terrain de jeu pas loin, j'ai été entraîneur de soccer, j'ai été coach de patinage de vitesse. On veut permettre à des jeunes familles de vivre ce rêve-là et d'avoir ce continuum-là. Puis évidemment, on a parlé d'infrastructure. Puis aussi, on veut un compte de taxes et réseaux. Donc, une ville prospère, une ville qui fait l'envie du Canada. C'est ça qu'on veut. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'écoute aussi. Merci évidemment au groupe Garneau pour la salle qui nous a été réservée aujourd'hui. C'est super apprécié. Au revoir.